Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons commencer l'étude du chapitre 7 qui est un chapitre de géographie qui porte sur la diversification des espaces et des acteurs de la production. Déjà, pour commencer, nous pouvons définir ce qu'est qu'un espace de production. Donc un espace productif est un lieu géographique aménagé et mis en valeur par l'homme pour la production de richesses. On en distingue trois types. Les espaces productifs agricoles, les espaces dédiés à l'industrie et ceux liés aux services. Ce lieu est organisé par des acteurs qui ont conscience d'appartenir à un même espace. Ils vont donc se l'approprier et l'aménager. À l'échelle mondiale, ces espaces s'organisent de manière à la fois complémentaire et concurrentielle, engendrant des flux et des dynamiques variées. Ainsi, nous pouvons nous demander quelles sont les caractéristiques et les dynamiques des espaces des acteurs de la production dans le monde. C'est la problématique du chapitre. Nous allons voir dans un premier temps les espaces de production dans le monde, une diversité croissante, puis nous verrons également une littoralisation de ces espaces productifs dans une deuxième partie. Est-ce que c'est bon pour vous ? Dans ce cas-là, nous allons étudier donc, dans une première partie, les espaces de production dans le monde, une diversité croissante. Dans un petit A, nous allons aborder un espace productif mondial en recomposition. La production mondiale, qui se définit par l'ensemble des opérations et processus permettant de réaliser un produit fini et ou de la richesse, donc cette richesse est calculée à l'aide du PIB. Elle a doublé en 25 ans et a une croissance de 3,5% environ par an. Mais quels sont les facteurs expliquant cette croissance ? Déjà, dans un premier temps, il y a la mondialisation. Donc la mondialisation est un processus d'intensification des échanges et l'accélération de ceux-ci. Elle s'est accélérée depuis les années 90 avec notamment le développement de l'OMC et des accords de libre-échange. Donc l'OMC, c'est l'Organisation mondiale du commerce. Deuxième facteur, c'est également le recul de la pauvreté et l'augmentation de la consommation mondiale. Ainsi, l'enrichissement important de la population chinoise et indienne a permis d'ouvrir de nouveaux marchés et de nouveaux consommateurs, tirant la production industrielle donc de la valeur qui a augmenté donc de 30% en 10 ans. Dans les pays les plus pauvres, l'apparition d'une classe moyenne soutient elle aussi cette croissance. Mais cet essor ne profite pas à tous et à tout le monde. On assiste au contraire à l'explosion des inégalités et donc à des tensions. Alors que 1% de la population mondiale concentre 46% de la richesse, les 73% les plus pauvres ne disposent que de 2,4% de la production mondiale. Petit b, des espaces hiérarchisés. Cette production de richesse dessine une carte des puissances économiques en recomposition. Dans un premier temps, nous avons les centres dominants de l'économie. 5 pays concentrent 70% de la recherche et 10 pays concentrent 70% de la production industrielle. On retrouve les puissances occidentales dans le sillage des États-Unis, avec l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France, auquel on ajoute le Japon. Ces pays conservent des atouts importants, notamment la domination de l'économie numérique, des activités de services et les dépenses de recherche et développement, telles que l'innovation et la création. Parmi ces puissances, la Chine et, avec elle, les autres pays qui composent ceux qu'on appelle les BRICS, donc le Brésil, l'Inde, la Russie et l'Afrique du Sud, émergent comme des puissances économiques qui concurrencent les pôles dits traditionnels de l'économie. La Chine a notamment bénéficié d'un essor économique sans précédent depuis les années 80, ce qui lui a permis de devenir l'usine du monde. Et c'est la première puissance industrielle et commerciale concurrençant les puissances économiques traditionnelles dans le secteur de pointe tel que la 5G. Ensuite, nous avons les périphéries dites intégrées qui regroupent les pays qui fournissent des matières premières agricoles, minérales, énergétiques et ils ont parfois une importance stratégique en fonction de la valeur de leurs matières premières. Ainsi, les pays pétroliers comme l'Arabie Saoudite ou le Qatar, même s'ils cherchent à diversifier leur économie, restent très dépendants des cours d'hydrocarbures. On retrouve aussi les pays qui s'appuient sur une main-d'œuvre de bon marché pour attirer des entreprises industrielles et de textiles. Ainsi, le Bangladesh est le deuxième exportateur mondial pour le textile. Ces pays concentrent des emplois à faible qualification et subissent une très forte concurrence entre eux. Les conditions de travail sont très difficiles et les salaires faibles, et ces pays restent dépendants des centres de l'économie. Enfin, nous avons les pays en marge. Ces pays cumulent les difficultés. Instabilité politique, guerre civile, crise majeure, les investissements y sont faibles et l'économie reste très agricole. L'absence d'infrastructures et le manque de stabilité empêchent le développement des espaces productifs mondiaux.
Ce sont les PMA, donc les pays les moins avancés. Cette organisation est appelée la DIT, c'est la Division internationale du travail. Dans une troisième partie, nous pouvons voir quels sont les acteurs qui organisent les espaces productifs. Dans un premier temps, nous avons les FTN, donc les firmes transnationales qui sont des acteurs majeurs de la production. Elles regroupent 80 millions de salariés et génèrent les 2/3 des échanges mondiaux et le quart du PIB. Elles sont majoritairement issues des pays du Nord. 377 FTN sur les 500 premières mondiales viennent des États-Unis, de l'Europe de l'Ouest et du Japon. Les FTN des pays émergents ont une place croissante, avec 123 entreprises dans le top 500 et des investissements étrangers croissants. Elles sont souvent issues de l'économie dite traditionnelle. Nous pouvons retrouver ces FTN notamment dans l'hydrocarbure, tels que Shell, Total, l'agroalimentaire comme Danone et Nestlé, l'automobile comme Toyota ou Volkswagen, ou encore l'aéronautique avec Boeing et Airbus. Mais les FTN les plus puissantes aujourd'hui sont issues de l'économie numérique. Ce sont celles qu'on appelle les GAFAM et les BATX. Donc Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Ces FTN conservent un ancrage national important pour les fonctions stratégiques, telles que la direction et la recherche, et ils disposent d'un pouvoir d'influence très important. Elles vont s'appuyer sur leur état d'origine pour les conflits commerciaux ou les luttes pour obtenir des contrats. Elles organisent leur production en réseau de plus en plus complexe avec des filiales et des sous-traitants, comme le groupe taïwanais Foxconn qui assemble les produits Apple et Samsung en Asie. C'est la DIPP, la décomposition internationale du processus de production. Ensuite, nous avons comme acteurs les États. Pour attirer les investissements directs étrangers, des FTN, les États mettent en œuvre des politiques attractives, politiques fiscales avantageuses, création de zones franches, législation environnementale et sociale peu contraignante. Ils vont aussi mettre en place des infrastructures nécessaires à l'accueil des FTN, comme les aéroports, les ports, les autoroutes, les data centers, etc. Ces territoires sont en concurrence entre eux et se distinguent par l'importance de l'innovation et de la recherche. Des espaces productifs comme le Bangalore en Inde, la Silicon Wadi en Israël cherchent à concurrencer les espaces traditionnels comme la Silicon Valley qui transforme progressivement son activité de l'électronique informatique vers l'Internet et l'intelligence artificielle. D'autres acteurs rentrent en jeu également dans ces espaces productifs. Nous avons les associations régionales comme l'Union européenne ou le Mercosur, ou encore les organisations internationales telles que la Banque mondiale ou l'OIT. Les ONG cherchent aussi à réguler les activités et les abus des FTN, à lutter contre les paradis fiscaux ou à dénoncer les abus et le non-respect des règles comme le travail des enfants et les conditions de travail. Dans un deuxième temps, donc dans un grand 2, nous verrons la métropolisation, la littoralisation des espaces productifs et l'accroissement des flux. Première partie, donc petit a, un accroissement des flux. Avec la mondialisation, on assiste à une explosion des flux de marchandises, de capitaux et d'informations. Depuis les années 90, les flux de marchandises ont été multipliés par 3,5. Ces échanges restent très polarisés et sont concentrés autour d'une vingtaine d'États qui concentrent les 3/4 du commerce mondial, dont la Chine, les États-Unis, l'Allemagne, le Japon et la France. Ces flux de marchandises se font autour de nœuds logistiques multimodaux puissants qui structurent le commerce mondial, Shanghai, Singapour, Rotterdam. Les flux aériens sont en forte augmentation. On constate une augmentation de 50% des passagers et de 60% des marchandises. Ces flux se concentrent dans une vingtaine d'aéroports et concentrent le trafic aérien et jouent le rôle de hub, donc ce sont des nœuds de correspondance et de redistribution. Le système financier, lui, est très polarisé. 10 bourses concentrent 80% de la capitalisation boursière mondiale avec un flux continu rendu possible par l'information qui voit circuler chaque jour 5 000 milliards de dollars entre Londres, New York, Shanghai, Tokyo et Paris. Les banques, assurances et fonds de pension transfèrent leurs capitaux sur les différents marchés. Mais ce système est très spéculatif et génère de nombreuses crises comme en 2009. Les flux de services explosent. Informatique, transport, flux numériques, entre les sièges sociaux et leurs filiales qui s'ajoutent aux services traditionnels comme les médias, le cinéma ou la musique. Ces flux nécessitent la multiplication de câbles sous-marins et de data centers permettant l'accès au numérique. Petit b, la littoralisation des espaces productifs.
Le transport maritime réalise plus de 80% des flux de marchandises. Avec le conteneur qui permet d'avoir un transport standardisé, les porte-conteneurs sont devenus la norme et ont vu leur taille exploser. Plus de 20 000 conteneurs pour les navires les plus récents. Le transport maritime est dominé par de grandes compagnies comme Maersk, MSC, CMA ou CGM. La mondialisation s'accompagne d'un vaste processus de littoralisation, c'est-à-dire une concentration des activités sur les littoraux. Les littoraux sont des interfaces qui connectent leur arrière-pays et qui concentrent les activités et les hommes. Quelques grandes façades maritimes jouent un rôle moteur dans l'économie mondiale. La Northern Range européenne, la Chine littorale, le Japon, la mégapolis. L'Asie de l'Est autour de la Chine devient un cœur de transport maritime mondial avec les 2/3 du trafic de conteneurs. Par ces espaces, la concurrence est féroce et nécessite des aménagements toujours plus coûteux. Les littoraux concentrent aussi les activités touristiques. En 25 ans, le nombre de touristes a été multiplié par 3 grâce au développement du transport aérien et à la hausse du niveau de vie dans les pays émergents. Dans le bassin méditerranéen ou dans les Caraïbes, le tourisme de masse appuyé sur les croisières se développe toujours plus, ce qui est un problème notamment dans le cadre du développement durable. Enfin, dans un petit C, nous verrons la métropolisation des espaces productifs. Les métropoles sont des espaces privilégiés de production de richesses. Parmi elles, les plus puissantes, les mégapoles, attirent des entreprises car elles offrent toujours de nombreux atouts. Infrastructures de qualité, comme les universités ou les transports, marchés de consommation importants regroupant des millions de consommateurs, centre de pouvoir politique et économique, réseau de transport mondial complet qui les connecte au reste du monde, le cadre de vie est agréable. À l'échelle locale, on assiste à une spécialisation des quartiers et à un zonage de l'économie. Les espaces productifs sont divers. Nous avons notamment les quartiers d'affaires au centre des activités de services financiers, les technopoles comme la Silicon Valley profitant de la présence de FTN et d'universités de niveau mondial pour regrouper les activités de recherche. Ainsi, les activités les plus polluantes sont rejetées à la périphérie. Et enfin, l'agriculture urbaine est largement menacée. En somme, nous pouvons dire que les espaces productifs dans le monde dessinent une carte en constante modification centrée autour de nœuds principaux regroupés dans les pays du Nord et les pays émergents, sous l'impulsion des FTN qui sont les acteurs majeurs de la production mondiale. Les États cherchent à se montrer attractifs pour capter les flux toujours plus nombreux qui se concentrent sur les littoraux et les grandes métropoles, créant ainsi une hiérarchie et une concurrence toujours plus forte entre ces espaces. Je vous souhaite de bon courage pour cette révision pendant les vacances et on se retrouve à la rentrée. Je reste joignable sur l'ENT si vous avez des questions. Bonnes vacances!